Voilà, ok. Bon, je vais remettre une image quand même. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette discussion. J'ai préparé un PowerPoint avec un certain nombre d'images. Comme ça, je trouve toujours, c'est mon passé d'historien de l'art, que j'ancre toujours la discussion dans le visuel. Et ça rend, je pense, un peu plus vivant et animé la discussion. Et puis, une fois que j'ai fini mes remarques, j'arrêterai le partage d'écran et on aura l'occasion de discuter si vous avez des questions. Et ce que je voulais faire ce soir, c'est un peu deux choses. C'est parler déjà donc, de mon projet de master, ce que j'ai commencé en septembre ou octobre plutôt 2019. Non, non, pas 2019, qu'est-ce que je raconte? 2021. 2021, après le Covid. J'ai intégré ce projet master études asiatiques, qui est un programme relativement nouveau à l'EHESS, donc c'est l'école de hautes études en sciences sociales, qui est jumelée avec EPHE, qui est l'école pratique de hautes études. Donc, l'école pratique, c'est une très ancienne école qui garde un peu son identité et qui fait plutôt le côté antiquité, philologie, du sanskrit, les textes anciens, l'archéologie. Ça se fait à l'EPHE et l'EHESS, c'est plutôt le côté sciences sociales du 20e, du contemporain, le côté un peu plus récent. PSL, c'est aussi, enfin, il y a des anciennes écoles et FAO, l'école française de l'Extrême-Orient. C'est des écoles historiques, certaines qui datent du 19e siècle. Donc, toutes ces universités se sont regroupées pour créer ce master études asiatiques. Et en fait, dans ce programme, la première année, il y a un séminaire commun, un tronc commun. Et j'ai rencontré tous les autres étudiants et il y a vraiment des gens qui travaillent sur plein de sujets différents, sur la Corée, le Cambodge, le Vietnam, le Thaïlande, la Chine, évidemment, le Japon, et puis l'Inde, et différents professeurs qui viennent de toutes sortes de disciplines. Donc, c'est vraiment un projet interdisciplinaire. Je dirais interchronologique parce qu'il y a des gens qui travaillent sur l'Antiquité, des gens qui travaillent vraiment sur le contemporain. Donc, il y a vraiment un grand brassage de thèmes et de sujets qui est assez fascinant et stimulant. Et moi, on n'est pas très nombreux à travailler sur l'Inde en ce moment. Il y a un peu des modes apparemment dans ces études et c'est beaucoup la Chine, comme vous pouvez imaginer, avec l'actualité qui domine un peu le travail dans ce master. Mais on est quand même plusieurs à travailler sur l'Inde et notamment avec un professeur qui s'appelle Raphaël Voix, Voix, qui est mon tuteur, mon directeur de recherche pour ce projet, sur un swami indien, Swami Kripalu, une lignée moderne du yoga entre l'Inde et les États-Unis. Et donc, le mot moderne, ça vous suggère que mon sujet est plutôt lié au 20e et 21e siècle et ce n'est pas tellement remonté très loin dans l'histoire du yoga. Donc, je vais vous présenter brièvement mon sujet, mais je voulais aussi vous situer un petit peu qu'est-ce qui se passe d'une manière plus générale sur l'histoire du yoga dans l'université parce que c'est un moment très riche, je dirais, depuis 5-10 ans. Beaucoup de choses se passent. Et donc, je vais passer sur les prochaines images et j'espère que ça va. Je vais dois utiliser là. Voilà, donc, je voulais vous montrer ces images. Ces images font partie d'un manuscrit qui est écrit en fait en perse, qui s'appelle L'Océan de la vie. Et c'est considéré comme le premier manuel illustré de posture de yoga. Donc, c'est un manuscrit qui date du XVIIe siècle, donc il n'est pas très ancien, même si, bon, il commence à avoir 300 ans à peu près. Et c'est un manuel qui a été écrit probablement pour un empereur perse de l'Empire moghol qui a occupé l'Inde, des musulmans qui sont venus plutôt du monde iranien, un petit peu de la Turquie aussi, et qui ont occupé l'Inde dans le 16e, 17e, 18e siècle, en fait, jusqu'à ce que les Anglais prennent le pouvoir au 19e siècle. Et ils s'intéressaient beaucoup aux cultures locales en Inde, ils étaient fascinés par les phénomènes de yoga, les phénomènes des pratiquants avec des pratiques surprenantes. Et ils essayaient de comprendre en fait ce qu'ils faisaient. Donc, c'est un texte qui décrit la pratique du yoga telle que ça se faisait au XVIIe siècle. Et donc, on voit différentes postures, dont des inversions, comme vous voyez à gauche, ou des postures assises de méditation qui nous sont encore un peu familières aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a dans ce que nous faisons des liens avec le passé, même si on ne va pas tout trouver de ce qu'on fait aujourd'hui dans le passé, plus on remonte dans le temps.
Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ces images, c'est le fait qu'on voit sur chaque image un yogi seul, isolé dans la nature. Il est pas dans la ville, il est tout seul, isolé, on peut dire, coupé de la société. Ça reflète le côté, ce qu'on appelle des renonciants. Les yogis étaient des personnes, principalement des hommes, mais pas que, qui quittaient la vie sociale, quittaient leur famille, quittaient leur travail pour aller vivre dans la nature et se dévouer entièrement à la pratique. Une vie un peu de mendiant, de simplicité. Vous voyez qu'ils ont très peu d'objets matériels autour d'eux, etc. Et c'était pour se dévouer complètement au yoga. Et je pense que cette image du yogi coupé du monde, isolé, seul dans son univers de pratique, est une image qui nous parle encore aujourd'hui parce qu'on voit toutes sortes d'images publicitaires qui montrent une personne seule dans une nature luxuriante pour vendre toutes sortes de stages et de retraites en Bali, en Inde, en Indonésie, dans beaucoup de lieux, en Amérique du Sud, Amérique centrale, etc., pour aller revivre un peu, faire vivre encore. Et donc, c'est quelque chose qui lie un peu le passé, le présent. Mais cette image de yoga coupé du monde, et je pense, et c'est un peu ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, un petit peu falsifié, un petit peu, c'est plutôt un fantasme qu'une réalité. Et c'est aujourd'hui les chercheurs universitaires qui se penchent de plus en plus à resituer la pratique du yoga dans ces contextes historiques spécifiques et ne pas juste surfer sur un vague notion d'un yoga ancien, millénaire, qui ne serait pas changé de l'époque, même encore plus ancien que cette image à gauche, même depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il y a un peu une image qui se vend, qui est vendeur du yoga inchangé, mais les historiens maintenant commencent à nous témoigner du fait que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je voulais juste passer très, très vite en revue quelques notions, parce qu'en fait, même quand on regarde dans ces images anciennes, et là, une très belle illustration aussi de la culture perse. Ces deux images, d'ailleurs, perses, étaient exposées au musée Guimet l'année dernière. Si vous avez eu l'occasion d'aller au musée Guimet pour l'exposition sur le yoga, qui mettait l'accent sur cette notion d'ascèse et la notion de retraite du monde. Mais même, ce qui porte un peu à faux le thèse de l'exposition, c'est le fait que souvent, en fait, on voit ces yogis ne sont pas toujours seuls. Ils étaient seuls sur l'image que je viens de vous montrer, mais la plupart du temps, ils sont en communication, ils sont en conversation, ils sont en situation sociale, soit d'enseignement, soit de conseil. Donc ici, un empereur, Jean Gahir, qui viennent consulter, peut-être poser des questions sur la vie en général ou va savoir, chercher des conseils pour des situations spécifiques qu'il vivait dans sa vie d'empereur. Et on voit dans les distances, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez la flèche là qui se balade sur l'écran ou pas? Oui. Oui, oui, on la voit. Oui, vous voyez? OK. Donc là, dans le fond ici, au fond du paysage, on voit quand même quelques bâtiments, l'immeuble. Donc on n'est pas dans la ville, on n'est pas au cœur du centre-ville, mais on n'est quand même pas très loin non plus. Donc le yogi, oui, il se retire un peu, mais il reste et il garde ses liens avec notamment le pouvoir politique. Là, on le voit très, très nettement. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent de plus en plus sur ces phénomènes. Et là, il y a un exemple deux chercheurs, une italienne et une néerlandaise, qui travaillent sur un groupe de yogis qui s'appelle les Nath Yogis. Les Nath, c'est un groupe spécifique en Inde qui existait, probablement émergé autour du 10e ou 11e siècle de notre ère, donc pendant le Moyen Âge européen, et qui continue à exister aujourd'hui. Il y a une anthropologue française, Véronique Boulier, qui donne des cours dans le programme du master que je suis. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'étudier avec elle, mais elle aussi a travaillé sur les Nath Yogis, mais aujourd'hui. C'est une branche de yoga, de pratiquants du Hatha Yoga qui existe encore aujourd'hui. Et elle a travaillé là-dessus pour comprendre comment ce que font les Nath aujourd'hui, comment ça nous aide à comprendre ce qu'ils étaient dans le passé. Et une chose qui est très claire, c'est que ce groupe de yoga, par exemple, vous voyez le sous-titre du livre, le premier livre que je vous ai montré, le sous-titre, donc The Power of the Nath Yogis, donc le pouvoir des yogis Nath.
Yogic Charisma, Political Influence and Social Authority. Donc, ça parle de l'influence politique et de l'autorité sociale qu'avaient ces yogis qui vivaient, on peut dire, en quelque sorte en retrait, mais en même temps complètement liés au pouvoir de l'époque. Donc, ça, c'est un genre d'étude qui se fait aujourd'hui, très, très, très intéressant. Et puis, vous avez aussi un chercheur très intéressant qui s'appelle Mark Singleton, c'est un Anglais, professeur en Angleterre, qui a travaillé sur le yoga sous la colonie anglaise. Donc, au 19e siècle, en 1857, très exactement, l'Angleterre prend le pouvoir en Inde et l'Inde devient une colonie indienne. Excusez-moi, je vois juste qu'il y a un chat. Est-ce que le manuscrit Océan de la vie a été traduit? Je crois que oui, mais je n'ai pas encore vu le texte. Mais je pense qu'il y a une traduction. En tout cas, en anglais, oui. En français, je ne suis pas certaine. Mais pour revenir à Mark Singleton, donc l'attitude des Anglais envers le yoga et les yogis était assez méfiant, voire criminelle. Ils ont criminalisé pas mal de pratiques du yoga à l'époque parce que les yogis faisaient partie, et notamment les Nath yogis, faisaient partie de la résistance à la colonie anglaise en Inde et ils luttaient carrément dans des espèces de mini-guerres ou des guérillas pour empêcher les réseaux de commerce des Anglais à se développer. Et donc, pour les Anglais, ces yogis étaient dangereux. Et donc, il y a tout un discours très méfiant et très, très méprisant des yogis qui naît dans le discours colonial et qui est absorbé en partie par certains Indiens. Et puis, on va voir à la fin Mark Singleton parle beaucoup de ça, que vers la fin du 19e siècle, avant l'indépendance de l'Inde, certains Indiens commencent à vouloir donc s'organiser pour lutter contre la présence des Anglais dans leur pays. Donc, on peut dire un mouvement nationaliste indien qui se construit et qui se construit, entre autres, sur des bases du yoga et qui utilise le yoga comme un outil pour préparer les Indiens à faire la lutte. Et Gandhi lui-même, d'ailleurs, il y aurait tout un chapitre, ça a été fait par certains chercheurs, comment Gandhi utilisait le yoga ou les principes du yoga et de la spiritualité indienne dans sa démarche de résistance aux Anglais. Donc, il y a tout ce chapitre-là qui est très étudié. Et après, on peut venir même encore plus proche de nous. Donc, ce phénomène du yoga aujourd'hui, qui est partout dans le monde, qui n'est plus limité en Inde, mais qui a beaucoup voyagé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur les vecteurs de transmission du yoga depuis l'Inde vers l'Occident et comment les attitudes ont changé depuis cette méfiance des Occidentaux envers le yoga vers cet engouement, pour ne pas utiliser d'autres mots, pour le yoga qu'on voit dans les villes. Donc là, ici, c'est juste une photographie parmi des milliers que j'aurais pu choisir d'un studio de yoga à Madrid. Et ce type de yoga, dans le milieu universitaire, on parle de yoga transnational. Le yoga transnational, c'est le yoga qui a franchi les frontières de l'Inde et qui fait partie de cette culture globalisée que nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, il y a des chercheurs, là aussi, plutôt anglophones pour la plupart, qui travaillent sur le phénomène de la globalisation, la politique néolibérale, et comment ce côté de récupération du yoga par le capitalisme, par exemple, fonctionne en Occident, mais pas que. Et aussi, comment les Indiens commencent de plus en plus à réagir à cette réalité et voudraient se défendre en quelque sorte dans une sorte de guerre commerciale, mais pas que, une guerre idéologique, en insistant sur l'origine indienne du yoga, voire pour certains, on peut dire une sorte de propriété morale des Indiens qu'ils auraient sur le yoga. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font dans tous les sens, et donc du passé jusqu'au présent. Et il y a aussi dans ce travail beaucoup de séminaires qui se font sur les anciens textes du sanskrit. Et je voulais juste aussi vous signaler cet ouvrage qui est apparu, enfin une traduction française qui est apparue en 2020, je crois, 2021, c'est une traduction récente une collection de livres, Les racines du yoga. Alors, ce n'est pas vraiment une collection de livres, c'est un peu faux, une collection de textes très anciens sur le yoga. Il y a une équipe en fait universitaire qui a été mise en place il y a 7 ans à peu près,
il y a une bourse de l'Union européenne qui a été accordée à ce groupe de chercheurs et à la tête de ce groupe, vous voyez les deux noms, James Mallinson, qui est aussi en anglais, et Mark Singleton, toujours le même qui avait travaillé sur le yoga sous la colonie anglaise. Les deux étaient à la tête de ce groupe international de chercheurs qui lit le sanskrit et ou d'autres langues indiennes. Hein. Le sanskrit, c'est la langue de l'Antiquité, mais aussi le hindi, qui est un des langues dominantes, mais l'Inde est un pays immense avec beaucoup de langues. Oups, excusez-moi, j'ai avancé trop vite. Voilà, et donc ils ont récolté, ils ont fait un recueil et étudié les uns à côté des autres de beaucoup de manuscrits. Ils ont découvert dans le processus de leur recherche, de nombreux manuscrits qui n'ont jamais été édités, qui n'ont jamais été traduits. Et c'est un énorme travail qui est encore en cours de faire sortir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment une période très riche et aujourd'hui, on peut parler même d'une sorte de discipline, une nouvelle discipline qui est née, qui s'appelle le yoga studies, les études yogiques, les études du yoga. Et dans de plus en plus d'universités, on trouve des spécialistes du yoga et qui travaillent sur ces questions. Et Raphaël Voix, mon directeur de recherche à l'EHESS, faisait partie de ce groupe de recherche. Donc, je savais que ce groupe existait, en gros. Et pendant le Covid, j'avais le temps, le centre était fermé, j'avais un peu de temps et j'ai pu me plonger un peu dans ces découvertes récentes, ces différents textes, et ça m'a vivifiée. Je suis une chercheuse dans le cœur et c'est vrai que quelque chose, ça m'a donné un peu l'envie de renouer avec ce travail-là. Alors, je vais revenir donc à mes recherches. Donc, mes recherches sont à placer dans cette vogue, on peut dire, cette vague de nouvelles recherches sur le yoga. Et moi, comme je disais, j'ai décidé de me concentrer sur un maître indien. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu plus qui il est et pourquoi je l'ai choisi. On va l'appeler Swami Kripalu. Et il est décédé. Donc, il est né en 1913, il est décédé en 1981. Et il est d'origine gujarati. Donc, vous voyez sur la carte de l'Inde en jaune l'état de Gujarat qui est à l'ouest de l'Inde. Juste au nord-est, ici, c'est le Rajasthan. Hein, et puis ici, dans le blanc, c'est le Pakistan. Hein, donc, c'est là à peu près où on est. Un peu plus au sud, dans l'état ici qui s'appelle le Maharashtra, il y a Bombay. Hein, donc, c'est entre Bombay et le Pakistan, on peut dire, hein, se situe cet état de Gujarat. Et Kripalu, donc, il est originaire du Gujarat. Sa langue maternelle était le Gujarati. Et il est devenu yogi par un chemin un petit peu surprenant. Et ce que je voulais vous dire d'abord, c'est d'écrire un petit peu sa lignée. Parce que dans le yoga, on a tendance à parler en termes de lignée comme une généalogie. Hein, c'est qui était mon gourou, qui était mon maître, et qui était le maître de mon maître, et qui était le maître et on trace un peu des sortes de généalogie dans ce qu'on appelle des lignées. C'est pour montrer la transmission continue d'une tradition, même si après, elle peut évoluer d'un maître à un autre. Mais Swami Kripalu a eu un disciple qui s'appelait, ou qui s'appelle encore, parce qu'il n'est pas encore décédé, il s'appelle Amrit Desai. Et Amrit Desai, aujourd'hui, il a 91 ans, donc il est très âgé. Et Amrit Desai a rencontré Swami Kripalu quand il avait à peu près 15 ans. Kripalu était déjà un yogi, et souvent en Inde, à l'époque, les yogis circulaient. Ils n'avaient pas toujours un ashram, un centre dédié. Ils voyageaient un peu et puis quand ils arrivaient dans un village, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais ils étaient connus, je pense aussi par leurs vêtements, qu'ils étaient des spécialistes et les gens pouvaient demander qu'ils donnent un enseignement. Et donc, ils circulaient de village en village et ils donnaient des conférences, beaucoup sur le Bhagavad Gita, qui est un des textes préférés de Kripalu. Et il était dans le village d'Amrit Desai et Amrit Desai est allé le voir, un jeune garçon, et il avait déjà fait un petit peu de yoga dans un gym apparemment. Il avait vu des affiches de posture sur le mur. Il avait commencé à pratiquer, mais quand il a rencontré Swami Kripalu, quelque chose de très fort s'est passé. Il a décidé de suivre un peu son enseignement. Dans les années 60, Amrit Desai vient aux États-Unis. Donc, ça faisait peut-être 20 ans qu'il avait étudié et appris le yoga de Swami Kripalu.
Et il est venu aux États-Unis, non pas comme yogi dans un premier temps, mais il est venu aux États-Unis en tant qu'artiste. Et je vous montre une peinture, une de ses peintures, Célébration de la mariée. Et il avait, j'ai vu un certain nombre, j'ai jamais vu ces tableaux en vrai, mais j'ai vu quelques reproductions. C'est toujours un peu ce genre d'image, toujours figuratif, un peu stylisé, un peu style un peu BD, un peu abstrait, mais pas complètement, avec pas mal de couleurs, des choses inspirées aussi de ce qu'il voyait dans les illustrations des manuscrits, etc. Et il s'est inscrit dans une école d'art à Philadelphie, aux États-Unis, sur la côte Est. Et il a commencé assez vite, apparemment, à enseigner le yoga. Parce que j'ai pu trouver, en faisant des recherches dans la presse américaine de l'époque, il y a des bases de données aujourd'hui qui sont formidables, on peut mettre n'importe quel mot, nom, etc. Et on a toute l'histoire de la presse américaine qui sort. Et là, vous voyez une photo, alors que je trouve très intéressante, de Desai, un jeune homme dans les années 60. Il devait avoir autour de 30, on va dire 30, 33, 34 ans à l'époque. Et ici, habillé très à l'occidental, avec le costume cravate, il se présente comme un businessman, mais en fait pour parler de yoga. Donc, il a commencé assez vite en arrivant aux États-Unis à donner des cours de yoga. Et je pense qu'il a dû flairer qu'il aurait plus de chances de réussite dans le yoga que dans les beaux-arts. Et il a commencé à donner de plus en plus de cours, il attirait de plus en plus d'élèves. Et au fil des années qui ont passé, il a décidé en début des années 70 de créer un ashram, un centre en Pennsylvanie, donc pas à Philadelphie lui-même, mais là aussi, il est parti un petit peu de Philadelphie dans la nature, à la campagne, et il a créé ce qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque le Kripalu Ashram. Donc, il a donné le nom de son propre gourou à son ashram, et là, vous voyez une photo. Donc, il a attiré une communauté de personnes qui sont venues vivre, habiter sur place, dans des structures assez simples, assez rustiques, je dirais même, à l'époque. Et ils travaillent tous ensemble. C'est un peu des communautés spirituelles. Ils s'habillaient tous en blanc. Et j'ai eu l'occasion ces derniers mois de faire pas mal d'entretiens avec un certain nombre de membres de la communauté de cette époque pour apprendre un peu plus comment la vie se passait, c'était quoi l'enseignement, c'était quoi la pratique, quels étaient leurs, comment dire, leurs objectifs, qu'est-ce qui les attirait vers ce genre de vie. Et, et en mode de ça, comme en Inde, il y a eu un espèce de circuit aux États-Unis où ces gourous indiens qui venaient aux États-Unis, ils étaient nombreux à venir dans les années 60, circulaient. Et ils allaient de ville en ville et donnaient des démonstrations de yoga, des cours de yoga, des séminaires, des conférences, des expériences. Et j'ai trouvé cette publicité d'une conférence que Desai a donnée jusque dans le Seattle. Donc, partout, il allait partout. Il paraît que c'était un très, très bon orateur, très charismatique, et il attirait toujours beaucoup de personnes. Il faut dire que dans les années 60 et 70, c'était en plein boom du mouvement hippie. Et ça fait partie des choses qui ont aidé le yoga à rentrer, surtout aux États-Unis, mais aussi un petit peu en Europe. Donc, Desai devient de plus en plus connu aux États-Unis. Comme j'ai dit, il développe cette communauté. À son moment le plus fort, il y avait 3000 personnes qui habitaient dans l'ashram de Kripalu. Donc, ce n'était pas juste un petit, là, vous voyez le petit groupe de début, mais c'est quelque chose qui a pris au fil des années vraiment de l'ampleur. Et donc, Kripalu et son disciple, à un moment donné, Ahmed Desai était très surprise parce qu'il n'arrêtait pas de demander à Kripalu de venir aux États-Unis pour visiter, pour voir et rencontrer les fidèles américains. Et un beau jour, ben, à sa grande surprise, Kripalu a dit oui. En 1977, Kripalu est venu aux États-Unis. Il devait venir pour un voyage de 2 ou 3 mois. Et il a fini par rester pendant 4 ans. Et donc, toute cette période où Kripalu était aux États-Unis avec Desai, donc il vivait à l'ashram qui portait son nom, et l'intensité de l'activité de l'ashram s'est démultipliée à ce moment-là, parce que là, ce n'est pas un disciple, c'est vraiment le grand maître qui arrive, qui débarque, et ça attirait de plus en plus de personnes. Éventuellement, vers la fin de sa vie, en 81, Kripalu sentait qu'il était probablement
pas très long pour ce monde et donc il voulait retourner en Inde pour mourir là-bas et c'est ce qu'il a fait. Il est parti en septembre 81 et il est décédé quelques mois après en décembre 81, mais en Inde. Donc, mais on peut dire qu'il a passé quasiment les 4 dernières années de sa vie aux États-Unis. Quand Kripalu est parti, la réputation ne cessait quand même de croître de l'ashram à tel point qu'ils ont dû déménager. Et il attirait de plus en plus d'Américains, dont un certain Tom. Et si vous avez suivi des cours de yoga avec moi, vous savez que de temps en temps, je fais référence à Tom parce que voilà où moi, je croise un peu cette lignée. Parce que moi, j'ai étudié le yoga avec Tom à Providence, aux États-Unis, pendant les 8 ans que Séné et moi habitions dans le Rhode Island. Providence, c'est la ville capitale de tout petit État Rhode Island sur la côte est, côte est, entre New York et Boston. Donc, Tom est arrivé dans l'ashram de Kripalu et de Desai, mais après le départ. Tom lui-même n'a jamais rencontré Kripalu directement, mais il a beaucoup, pendant une vingtaine d'années, il a vécu à l'ashram avec Amrit Desai et tous les autres, comme on peut dire presque comme un moine, comme un renonciant, justement. Il a vécu cette vie. Et à ce moment-là, il y avait tellement de personnes. Ah voilà, là, il y a une petite photo voilà, de la vie, les moments à l'ashram. Et là, vous voyez, donc, assise dans la chaise, c'est Amrit Desai, donc le gourou, on peut dire pour ces Américains, c'était plutôt Desai. Et puis juste assis à ses pieds, Tom, qui était donc un dévot de Amrit Desai. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vie de yoga à l'époque, pour eux, c'était faire des postures. Oui, ils faisaient des postures le matin, la pratique posturale qu'on connaît aujourd'hui comme yoga faisait partie, mais ce n'était pas du tout la totalité de leur vie. Leur vie comprenait aussi des pratiques rituelles de chant de mantra, d'enseignement oral et de service. Donc, ils étaient tous, on peut dire, des bénévoles et ils aidaient à entretenir et même à agrandir les espaces, faire la nourriture, faire le linge, tout un tas de vies un peu dévouées à faire vivre cette communauté spirituelle qui s'est tellement agrandie qu'ils ont dû déménager. Donc, ils ont pu racheter un terrain dans le Massachusetts. Donc, vous voyez sur la carte, juste pour vous situer, donc Philadelphie, là où Amrit Desai est arrivé. Le premier ashram n'était pas très loin de Philadelphie, peut-être 45 minutes en voiture de Philadelphie, le premier ashram. Le Rhode Island où moi j'ai rencontré Tom, il est là, juste sous le Cape Cod, là. Et dans le Massachusetts, voilà, Amrit Desai a pu acheter ce bâtiment que vous voyez qui domine cette photo-là. C'est un bâtiment qui existait déjà, mais qui était vide depuis quelques années. C'était un bâtiment qui avait été construit à l'origine pour faire un séminaire jésuite. Hein, c'était des moines jésuites qui vivaient là et le petit partie centrale de l'immeuble était un peu leur église où ils pratiquaient la messe et puis ils vivaient, tous les moines vivaient, les prêtres dans les petites chambres spartiates disposées à droite et à gauche. C'est devenu donc l'ashram de Kripalu. Amrit Desai a déménagé toute la communauté là-haut. Et jusqu'au jour où malheureusement cette communauté s'est éclatée parce que comme c'est le cas tristement dans beaucoup de ces traditions d'Indiens qui arrivent en Occident, Amrit Desai a été dévoilé comme étant, comment dire, il ne pratiquait pas ce qu'il prêchait dans le sens qu'il prêchait le célibat, il imposait le célibat aux membres de la communauté, mais on a appris petit à petit qu'il avait régulièrement couché avec pas mal de membres féminins de son communauté. Et quand tout ça s'est dévoilé, comment dire, quand ça s'est dévoilé, la communauté s'est éclatée, c'était un grand scandale. Amrit Desai a dû partir. Tom est parti à ce moment-là, il a quitté la communauté à ce moment-là, comme beaucoup. Certains ont resté et ils ont continué à faire vivre un centre de yoga qui existe encore aujourd'hui. Et c'est là où j'ai été l'été dernier pour une semaine, pour une retraite, pour découvrir pour la première fois ce lieu. Et, mais faire vivre ce centre maintenant sans gourou. Il n'y a plus de maître spirituel, il n'y a pas une personne qui est à la tête de tout cela.
C'est différent, ils font venir différents enseignants de partout dans le monde. C'est une communauté beaucoup plus mixte, donc beaucoup plus mélangée aujourd'hui. Mais avant le Covid, juste pour vous donner un ordre d'idée, on dit que le centre Kripalu est le centre le plus grand aux États-Unis en termes de chiffre d'affaires. Avant le Covid, pour l'année 2019, j'ai vu les chiffres publiés parce que c'est une organisation un peu comme un ONG. C'est un organisme à but non lucratif. Ils avaient fait plus de 19 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Et ils avaient, je ne sais plus combien, 40 000 personnes qui sont passées dans l'année pour différents programmes, week-ends, stages, séjours, etc. Donc, c'est encore très actif. Là, ils essaient, comme nous, de revenir du Covid, mais c'est quelque chose qui existe encore. Mais quand la communauté s'est éclatée, donc Tom a quitté le centre ici et il a fini à Providence. Voilà pour Pascal aussi, qui a beaucoup vécu à Providence, un peu de nostalgie. L'immeuble qui est sur le Main Street, on dit la rue principale de la ville de Providence, un ancien immeuble un peu semi-industriel, où Tom a ouvert un studio de yoga qui s'appelait Eyes of the World. Et c'est là où j'ai rencontré Tom et où j'ai pratiqué pendant 8 ans avec lui assez intensément. Et aujourd'hui, je suis toujours en lien avec Tom. Il donne ce centre a fermé, mais il donne des enseignements maintenant principalement sur Internet par Zoom. Donc, ça permet la communauté qui est un peu éclatée de continuer à étudier et pratiquer avec lui. Donc il y avait un moment aussi, je pense pour moi personnellement, quand j'étais revenue à Paris en 2013. Et vers 2019-2020, ça a commencé à faire 6-7 ans que j'étais éloignée donc, de Philadelphie, que je n'avais plus, on peut dire, je n'ai plus en ce moment un professeur de yoga qui est vraiment avec qui je peux étudier régulièrement. Et j'ai commencé à vouloir remonter un peu à la source parce que j'avais vaguement, pendant les 7-8 ans que je travaillais activement avec Tom, il parlait un peu de Kripalu, ça faisait un peu partie de son enseignement, mais ce n'était pas très direct. Mais je commençais à être curieuse et c'est là où j'ai commencé un peu à lire. Et quand il était question de reprendre des études, j'avais suggéré ce projet à Raphaël et il a trouvé que c'était une lignée intéressante qui demandait investigation. Il n'y a pas de chercheurs universitaires qui se sont intéressés à cette communauté. Et depuis que j'ai commencé à travailler, comme j'ai dit, donc je suis allée dans l'ashram américain, dans le Massachusetts. J'ai parlé avec pas mal, peut-être une quinzaine de membres de la communauté pour avoir le témoignage et le récit de comment ils ont découvert la communauté, comment ils ont vécu l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Il y aurait beaucoup de choses à faire sortir de ces entretiens que je suis toujours un peu en train de traiter, de diriger. Mais je me suis beaucoup intéressée au côté indien parce que quand Kripalu est venu aux États-Unis, il a laissé derrière lui une communauté en Inde, mais qui a continué et qui a existé et qui existe encore aujourd'hui. Et donc, je me suis intéressée un peu à la vie indienne et c'est là où je voudrais revenir à l'Inde et la vie de Kripalu. Et Kripalu lui-même, donc il est né dans un village, ou une petite ville plutôt, qu'il faudrait dire, Daboy, qui est aussi dans le Gujarat. Et une chose qui m'intrigue dans le fait que Kripalu a grandi à Daboy, c'est le fait que dans la ville, donc c'est une ville fortifiée, il y a des fortifications autour de la vieille ville. Et dans ces fortifications, il y a des portes, un peu comme les portes de Paris, où on pouvait rentrer. Et certainement, c'était des lieux où il fallait payer des impôts, etc. Et certaines de ces portes sont très décorées avec des sculptures et des reliefs. Et c'est une porte du XIIIe siècle. Donc, c'est vraiment ancien. Ce n'est pas en super bon état. Il y a un degré de pollution et de dégradation des sculptures, mais quand même, on peut voir qu'il y a pas mal de reliefs de sculptures. Et James Mallinson, qui est un de ces chercheurs de l'équipe qui a travaillé beaucoup sur les textes anciens du yoga, il a découvert en visitant Daboy un jour qu'il y a dans ces reliefs, inclus dans ces reliefs, il y a des reliefs qui illustrent des postures de yoga. Et donc, des postures assez compliquées qu'on ne pratique pas exactement comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'équilibre, beaucoup d'inversion, des choses comme ça. Et ce sont des sculptures qui sont considérées comme les représentations visuelles les plus anciennes des postures de yoga. Donc, il y a tout un questionnement dans les chercheurs, c'est
pratique posturale que nous faisons aujourd'hui, ce yoga transnational basé sur les postures, d'où viennent ces postures, jusqu'où on peut dire que les yogis en Inde ont pratiqué des postures, quand est-ce que ça a commencé? Et aujourd'hui, les chercheurs sont à peu près d'accord pour dire que le yoga postural, le Hatha Yoga, a émergé en Inde autour du 10e, 11e siècle. Et on commence à avoir des témoignages d'abord textuels et après visuels. Mais c'est la première ici, ça fait partie des toutes premières représentations des postures de yoga. Avant, ce qu'ils appelaient yoga, c'était ce que nous, on appelle aujourd'hui méditation. Ils étaient juste assises, une posture assise. Donc, c'est quand même intriguant pour moi que de ce village d'Aboy, qui était visiblement avait un passé yogique en quelque sorte, je me demandais à quel point Kripalu aurait pu être au courant de ce portail. J'imagine difficile de grandir dans cette ville et ne pas connaître ce lieu. Est-ce que c'est un lieu qui l'a fasciné ou pas? Ça, je n'ai aucune information concrète là-dessus, mais en tout cas, comment dire, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez ce petit alerte, voilà, disparaît. C'est une des questions que j'aimerais bien explorer un petit peu quand je vais en Inde. Mais Kripalu a quitté Daboy comme il a été un jeune homme. Son père était décédé et sa mère, il avait 4 ou 5 frères et sœurs, et donc sa mère avait besoin d'aide pour soutenir financièrement la famille. Et donc Kripalu est parti à Bombay pour trouver du travail. Et à l'époque, il était spécialiste de musique et aussi spécialiste de droit. Il avait fait des études de droit. Et il cherchait du travail comme un peu comme, je pense, on dirait en français, un juriste. Mais il avait beaucoup de difficultés apparemment à se faire embaucher ou garder un poste. Et il se désespérait de plus en plus à pouvoir vraiment aider sa mère et aider sa famille. Il était censé renvoyer de l'argent chez lui, mais il n'arrivait pas à le faire parce qu'il n'arrivait pas à gagner de l'argent. Et l'histoire, le récit de sa vie qui est toujours raconté, raconte un moment où il avait décidé de se suicider. Il était arrivé au bord du gouffre, il voulait se suicider, et juste avant de se suicider, il est rentré dans un temple et il voulait faire ses dernières prières et demander pardon, en fait, pour son échec, la vie ratée qu'il considérait qu'il avait vécue. Et il était en train de pleurer dans un coin dans ce temple quand il a senti une main posée sur son épaule. Et il a levé le regard pour voir qui c'est qui m'interpelle. Et c'était donc son gourou à lui, donc un homme qui a dit en gros, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Je sais ce que vous allez faire et je vous dis ne pas le faire. Et donc Kripalu était surpris que quelqu'un pouvait imaginer ou savoir qu'il avait ce projet de se suicider. Et donc il a décidé de ne pas se suicider et il est parti étudier avec ce gourou pendant 18 mois. Et au bout d'un moment, ils faisaient un pèlerinage ensemble dans le nord de l'Inde et le gourou a disparu. Un jour, il s'est levé, voilà, le gourou n'était plus là et il n'a plus jamais revu ce gourou. Et ça faisait que 18 mois qu'il avait étudié ou vécu avec lui, mais il a décidé de poursuivre son chemin tout seul et il est allé à Rishikesh, donc une des grandes villes dans le nord de l'Inde, où il est devenu, comme vous le voyez ici, habillé, une sorte de moine de yoga, on appelle ça un renonciant, un sannyasine. Et je trouve assez intéressant qu'il y avait apparemment des studios parce que derrière lui, c'est clairement un fond de photographe professionnel et il y avait apparemment une tradition de se faire portraiturer au moment où on prend ses vœux de renoncement. Et donc ça, c'est le portrait de renoncement de Kripalu quand il devient un peu moine hindou, moine yogi dans les années 30. Et il passe à peu près 25 ans à étudier tout seul et travailler, méditer à Rishikesh. Et puis, il reprend un peu cette vie de vagabondage où il passait de village en village à donner des conférences sur tout ce qu'il a appris. Et le moment clé dans sa vie, c'est quand il passe dans un autre village, toujours dans le Gujarat, qui s'appelle Kayavarohan. Kayavarohan. Et ce mot, on peut le traduire. C'est un amalgame de mots sanscrits. Kaya, qui veut dire corps en sanskrit, et Avarohan, ça veut dire descente. Quelque chose est descendu. Et donc, Kayavarohan est considéré comme la ville où Dieu est descendu. Et en fait, les hindous croient que dans cette ville, Shiva, un des grands dieux hindous,
s'est incarné pour la 28e fois. Donc, ce n'est pas la première fois que Shiva est venu sur Terre, mais il est venu 28 fois. Et la 28e fois, il est venu sur Terre à Kayavarohan. Et donc, c'est un lieu où il y a un culte de cette forme de Shiva qui s'est manifestée sur Terre. Tout ça dans la grande antiquité, hein, on peut dire entre guillemets dans la nuit du temps. Ce sont des légendes spirituelles qui se répètent au fil des siècles. Donc, Kripalu était invité à aller à Kayavarohan pour donner une conférence sur le Bhagavad Gita. Et quand sa conférence était finie, les locaux, les personnes du coin ont dit bah, venez avec nous, on va vous montrer un peu le village et on va vous montrer les différents temples, etc. Et dans cette visite de la ville, Kripalu est passé devant une sculpture, cette sculpture que vous voyez là, une représentation de Shiva dans sa forme incarnée qui a pris forme humaine à Kayavarohan. Et il est tombé tout de suite en prosternation et commencé à pleurer devant cette statue parce que d'après Kripalu, c'était son gourou. Il a retrouvé son gourou, il a reconnu dans les traits de visage de cette sculpture, les traits de visage de son gourou qui était disparu 25 ans auparavant dans le fameux pèlerinage dans le nord de l'Inde. Et donc, il a conclu de cela, je vous donne ce que lui, il a conclu de tout cela, c'est qu'en fait, son gourou n'était autre que Dieu lui-même, Shiva lui-même, réincarné au XXe siècle pour sauver la vie de Kripalu, pour l'empêcher de se suicider. Et donc, à ce moment-là, dans les années 50, Kripalu est devenu un dévot extrêmement fervent de ce personnage, de cette incarnation de Shiva. À tel point qu'il trouvait que le petit temple, alors là aussi, je n'ai pas beaucoup de détails, où était cette sculpture à ce moment-là, en 1955, mais toujours est-il que Kripalu trouvait que ce n'était pas un lieu digne de cette sculpture et il a reçu dans une sorte de vision mystique l'appel de créer un nouveau temple. C'est ce qu'il a fait. Donc, il a construit ce temple que vous voyez ici, le Brahmeshwar Temple à Kayavarohan, qui a été dédié, ouvert au public en 74. En 74. Donc, pendant ce temps, voilà, il avait aussi des disciples, il cumulait des disciples, il transmettait son yoga, il faisait construire ce temple. C'était une vie, à mon avis, bien remplie. Il y a une vidéo sur YouTube qui montre l'installation de ce lingam, cette sculpture ancienne, dans le nouveau temple. Et puis la cérémonie, vous voyez la foule qui l'a attirée. J'ai vu différents chiffres et c'est assez difficile de savoir exactement sur les photos, mais j'ai vu des chiffres qui vont entre 5 000 et 25 000 personnes qui sont venues assister à cette cérémonie de consécration de ce nouveau temple. Mais toujours est-il que Amrit Desai, donc ça c'est en 74, Amrit Desai avait amené un groupe de disciples américains, des gens qui vivaient avec lui dans l'ashram aux États-Unis, qui avait ouvert en 72. Donc il y avait un groupe de représentants américains. Là, on ne les voit pas sur cette photo, mais sur certaines images de cette vidéo sur YouTube, on voit les Américains mélangés dans la foule, surtout là juste devant, habillés en blanc. Hein. Ils étaient en premier rang dans cette cérémonie de consécration. Et donc, l'histoire indienne de Kripalu continue parce qu'Amrit Desai, comme je vous ai dit, c'est le disciple qui est parti aux États-Unis. Mais il avait un disciple qui est resté en Inde qui s'appelait Rajarshi Muni. Et Rajarshi Muni est la personne qui s'est occupée de l'ashram quand Kripalu est parti aux États-Unis. Et c'est celui qui a un peu pris la tête de la lignée quand Kripalu lui-même est décédé en 81. Donc, la lignée indienne de Kripalu continue dans l'enseignement et dans la vie de Rajarshi Muni. Et c'est des choses qui sont arrivées depuis qui m'intéressent aussi et sur lesquelles j'ai travaillé dernièrement. Donc, Muni, voilà, alors c'est ça une des grandes différences entre Muni et Amrit Desai. Desai qui est parti aux États-Unis, il n'est jamais fait ses vœux de renonciant. Desai était marié, il avait des enfants, donc c'était d'autant plus scandaleux quand le scandale sexuel s'est éclaté parce qu'il n'était pas célibataire, il était marié, donc ça s'agissait des infidélités. Donc c'était ce qu'on appelle en Inde un householder,
c'est quelqu'un qui peut être un dévot, qui peut pratiquer le yoga. Nous sommes entre nous des householders, nous avons nos vies, nos familles, nos jobs, voilà. Par rapport à quelqu'un qui devient vraiment moine, renanciant, qui coupe ses liens avec sa famille, qui part vivre dans l'ashram et qui toute sa vie est donnée à la vie spirituelle. Et ça, c'est le cas de Muni. Donc Muni, quelque part, a plus de pouvoir, plus d'autorité dans la lignée, parce que c'est lui qui a pris les vœux de renoncement par rapport à Desai, qui était un peu un bon vivant, qui est parti vivre la bonne vie aux États-Unis. C'est comme ça qu'il est vu par les Indiens, hein, pas d'un très bon œil Desai en Inde. Rajarshi Muni a créé un temple à Kripalu. Donc, Kripalu a créé le temple pour son gourou à lui, la sculpture de Shiva. Et Rajarshi Muni a créé ce temple-là que vous voyez à Malav, qui est la ville pas très loin de Kayavarohan. Tous ces petits villages sont pas très loin les uns des autres, peut-être 10-15 kilomètres entre les différents villages. Et Malav, c'était le lieu où Kripalu avait quand même un ashram. Hein. Vous allez entendre parler brièvement de ça dans un petit moment. Et ce temple-là, qui est assez incroyable, assez farfelu pour moi, il a ouvert en 2002, je crois. Donc, en 2002, ce nouveau temple. Et dans ce temple-là, en fait, les restes de Kripalu, c'est là où il est enterré, on peut dire. En fait, c'est comme, un peu comme son monument funéraire, en fait, ce temple-là. Et les gens vont, il y a des gens qui vont en pèlerinage pour rendre hommage à Kripalu et à cette tradition qui apparemment, bon, c'est difficile pour moi aujourd'hui à juger, mais qui est en tout cas très connu dans le Gujarat. Et un des autres projets, le projet qui m'intéresse le plus en ce moment, de Muni en Inde, c'était la création d'une université de yoga. Donc, cette université de yoga s'appelle Lakulish Yoga University. Et Lakulish, c'est le nom de cette incarnation de Shiva qui est venue en vie à Kayavarohan. Donc, Lakulish, c'est en fait Shiva dans sa forme de Lakulish, qui est vénéré par Muni, qui était vénéré par Kripalu. Mais d'après ce que je comprends, l'enseignement de Desai, quand il enseignait le yoga aux Américains en Philadelphie dans les années 60-70, il parlait très peu de Lakulish, parce que là, ça devenait trop abstrait et peut-être trop proche de l'hindouisme pour que ce soit confortable à mettre en place dans un ashram aux États-Unis. Mais la communauté en Inde est toujours très centrée sur Lakulish et veut faire revivre en fait cette culte de Lakulish qui a disparu en fait au Moyen-Âge. Il y avait un culte de Lakulish très important en Inde du 5e jusqu'au 12e siècle, et après, dans des conditions que je ne sais pas encore très bien, a plus ou moins disparu. Et Kripalu était là pour un peu faire revivre, faire une sorte de renaissance de la tradition de Lakulish. Et il aurait exprimé un vœu qu'il y ait un jour une université de yoga. Et donc, c'est Muni qui a réalisé ce vœu. Et cette université de yoga s'est ouverte en Inde en 2013. Donc, il a aujourd'hui une petite dizaine d'années. Et là, vous voyez son immeuble principal qui est assez spectaculaire en forme de fleur de lotus, qui est à Ahmedabad, qui est la ville capitale de l'Inde, donc qui n'est pas dans les petits villages de Kayavarohan ou de Malav ou de Daboy. C'est vraiment dans la ville capitale de Gujarat, qui est la cinquième ville la plus grande de l'Inde. Donc, c'est vraiment, on peut dire, un grand métropole. Cette université m'intéresse à de nombreux titres parce qu'une université, ce n'est pas la forme traditionnelle de la transmission de yoga. Le yoga se transmettait dans les ashrams, les gourous recevaient même chez eux leurs élèves, c'était toujours des petites structures. Et de créer carrément une grosse structure, c'est assez nouveau pour l'Inde. Et le Lakulish University n'est pas le seul. Il y a en fait, c'est ça sur lequel Raphaël travaille, c'est pour ça qu'il s'est tellement intéressé à mon sujet. Quand je lui ai dit qu'il y avait cette université qui s'était créée en 2013, parce qu'il travaillait déjà un petit peu sur ce phénomène de, on peut dire, institutionnalisation du yoga en Inde depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est très récent. Il y a peut-être une quarantaine de ces petites universités privées dédiées au yoga qui se sont créées en Inde, qui sont en train de se créer en Inde. Et donc,
cette université-là, elle fait partie d'un petit mouvement qu'on voit à travers l'Inde. Et donc, c'est très intéressant d'étudier pourquoi et comment ces structures émergent. Et c'est là où la question du lien, je reviens à cette notion du yoga qui est lié à la politique. On revient vraiment en premier lieu parce qu'il se trouve que cette université-là, donc de la College Yoga University, a des liens très, très forts. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, je voulais vous montrer. Donc, il y a différents bâtiments, il n'y a pas que ce bâtiment-là. Un des bâtiments, c'est un grand hall, une sorte de musée de yoga, une exposition avec des photos. Alors, ce n'est pas Kripalu lui-même, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit Kripalu, mais Rajarshi Muni a fait faire plein de photos de lui-même dans plein de postures de Hatha Yoga, un peu dans le style d'Iyengar. Si vous avez vu le livre d'Iyengar du Hatha Yoga, il y a toute une tradition de ces yogis indiens se montrer via la photographie, et l'importance de la photographie comme moyen de transmission du yoga au XXe siècle aussi, un sujet qui mérite beaucoup plus d'études. Et là, vous avez donc, je ne sais pas combien de centaines ou plusieurs centaines d'images de Muni en faisant des postures traditionnelles du yoga. Ça fait partie du campus. Il y a des espaces où on apprend à faire du yoga, la pratique, et puis il y a des salles de classe classiques où on fait des études historiques ou de sanskrit, etc. On peut étudier différents diplômes. Voilà les diplômes qui sont proposés à trois échelles. En gros, ils ont une voie d'études sur ce qu'ils appellent l'Ashtanga Yoga. C'est le yoga classique, le yoga de Patanjali. Et puis, une voie sur ce qu'ils appellent Karma Bhakti Jnana Yoga. Ce sont le yoga de l'action, le yoga de la dévotion. Le Bhakti, c'est la dévotion. Dhyana, c'est la sagesse ou la connaissance, donc un yoga un peu plus théorique, on peut dire, pas le yoga physique et postural. Après, il propose aussi des diplômes dans l'éducation du yoga, devenir professeur de yoga, et puis on peut aller jusqu'au master. Et il y a certaines suggestions qu'il y a peut-être un doctorat qui est en place, mais cette université est vraiment à ses débuts, et c'est assez difficile de savoir exactement quels sont les diplômes et qu'est-ce qui est enseigné réellement dans ces différents cursus. Mais en tout cas, sur leur site Internet, c'est ce qu'ils proposent. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, je voulais en venir avec la politique, c'est que cette université a été inaugurée par Modi, Narendra Modi, qui est le Premier ministre actuel de l'Inde dans son deuxième mandat. Et c'est très intéressant parce que cette université a ouvert en 2013. Modi devient Premier ministre de l'Inde en 2014. En 2013, il était le Premier ministre, on peut dire le chef de gouvernement de Gujarat. Donc Modi vient de Gujarat, c'est aussi son état d'origine. Et c'est lui-même qui est venu inaugurer, participer aux festivités d'inauguration de cette université. Il a aussi en 2019, la photo que vous voyez en bas, il a donné à Muni, que vous voyez à droite, il a donné une prix du yoga. Il a créé un Yoga Award, un prix de yoga qui donne un individu et une institution reçoit le prix chaque année pour la promotion du yoga dans le monde. Et Muni a été gratifié de ce prix en 2019. Donc, il y a un lien assez étroit entre Modi et Muni, entre la tradition, donc cette lignée de yoga de Kripalu, et Modi. Et lors des cérémonies d'investiture, enfin d'inauguration de cette université, Modi a donné un discours. Et ce discours, heureusement pour moi, est sur YouTube. Et encore plus heureusement pour moi, il y a une version de ce discours qui existe avec des sous-titres en anglais parce que je ne parle pas encore assez bien le hindi, même si j'ai commencé à l'apprendre, pour pouvoir comprendre un discours comme ça sans traduction. Et dans ce discours, Modi fait un certain nombre de remarques qui sont pour moi en tout cas assez surprenantes. Et une chose qu'il dit, par exemple, c'est que pendant un état d'urgence en Inde dans les années 70, il est allé voir Kripalu. Pour prendre refuge. Modi faisait partie de l'opposition à Indira Gandhi. Donc, dans les années 70, la vie politique en Inde était très chaude, comme partout d'ailleurs dans le monde. Et il y avait une sorte
période de répression mise en place par Indira Gandhi pour garder sa position, pour garder son pouvoir. Et elle mettait beaucoup d'opposants en prison, etc. Et donc Modi faisait partie des gens qui devaient se cacher de Indira Gandhi, soi-disant dans l'ashram de Kripalu. Donc ça m'interpelle parce que personne ne parle de Kripalu comme quelqu'un proche du pouvoir. Et en même temps, on ne peut pas imaginer qu'il peut construire un temple comme ça sans être proche du pouvoir et de l'argent aussi. On sent qu'il y a de l'argent dans ce projet. Et Modi parle aussi du fait que le gouvernement de Gujarat a un intérêt à ce que le yoga soit transmis. Et ça, on le voit encore aujourd'hui dans sa politique où il utilise beaucoup le yoga comme faisant partie de sa diplomatie, on pourrait dire, culturelle. Essayer de mettre le yoga en avant comme une partie de la puissance de l'Inde serait son enracinement dans une spiritualité ancienne. Et donc, tout ce qui peut être fait pour faire vivre le yoga, il le soutient. Et autour de cette université, c'est un des véhicules que Modi peut utiliser pour commencer à transmettre une image d'un yoga très indien, très en lien avec des traditions hindoues. Donc, c'est assez éloigné et c'est fait exprès, une manière de riposter un petit peu au développement de ce yoga transnational qui est, pour tout dire, en Occident, assez détaché, voire lavé, on peut dire, de son lien avec l'Inde et de son lien avec différents mouvements spirituels. Donc, tout ça, ça fait un énorme vivier de fils potentiels à explorer. Et c'est ce que j'espère faire. Donc, moi, j'ai l'intention de partir en Inde en novembre pour faire des recherches sur le terrain, pour essayer de creuser un peu toutes ces questions. Mais là, je vais arrêter mon screen share. Et je serais très content si vous avez envie de poser quelques questions ou faire des remarques sur ce projet. Ben, je suis à vos écoutes. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. N'hésitez pas à débloquer vos micros. Si vous avez envie de poser une question, vous pouvez aussi allumer votre caméra. Moi, j'avais une curiosité. Ouais, c'est très riche, en fait, ta recherche, parce que à la fois, tu touches l'épisode américain et tout ce qui se crée en Amérique, aux États-Unis, et puis tu suis aussi le fil indien, qui est un fil quand même très riche également, et surtout à cause de cette peut-dire collusion entre le pouvoir politique et le yoga. Alors, j'avais une curiosité, donc Amrit Desai, il est toujours vivant. Est-ce que tu as pu te rapprocher de lui, chercher une interview Oui, oui, oui. Alors, donc Amrit Desai, une fois que le scandale s'est éclaté, qui a mis fin un peu à le chapitre Desai de l'ashram Kripalu, ça s'est éclaté en 96. Et Desai est parti. Voilà, il a été chassé de l'ashram, il a dû partir. Il est parti dans les Caraïbes. Il est resté un peu hors contact pendant c'est un quelques peu années. caché? Et comme font beaucoup, parce que la mémoire est courte, il est revenu en Floride où il a réouvert un nouveau centre de yoga qui gère encore aujourd'hui dans une ville qui s'appelle Salt Springs ou Silver Springs, Floride, je ne sais plus exactement. Et il a complètement, ce qui est assez surprenant pour beaucoup de personnes, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a rien appris en fait. Il a complètement reproduit le modèle de mystique du gourou, la transmission du pouvoir du gourou, parce qu'il y a toute une histoire, je n'ai pas évoqué ça, mais il y a toute une histoire de transmission directe de puissance yogique de maître aux disciples dans cette tradition. Et il a continué à peu près sur le même chemin. Il a attiré, voilà, c'était une communauté qui fonctionnait. Moi, je connais moins, j'ai pas encore vraiment, je ne me suis pas penchée sur cette communauté-là. Il a 91 ans et il y a plusieurs choses. Donc, la première chose, c'est que donc moi, ma formation première en travail universitaire, c'est en tant qu'historienne. Je suis historienne à la base, j'étais historienne de l'art, j'ai travaillé sur le 19e siècle, français, voilà.
C'est ma formation. Et une des découvertes que je suis en train de faire, c'est un peu les méthodes des sciences sociales. Et on ne peut pas toujours utiliser les mêmes méthodes pour le passé qu'on utilise pour le moment présent. Et si on étudie le passé, on veut tout de suite aller vers les textes du maître, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit. Et donc, on peut imaginer qu'il y a cette tendance, oui, je vais aller tout de suite essayer de parler avec Dessay et qu'est-ce qu'il dit de tout cela. Quand j'ai parlé avec Raphaël m'a dit qu'en fait, en sciences sociales, on fait l'inverse. On commence avec des tout petits gens, les gens qui n'ont pas de pouvoir, les gens qui ne sont pas les dirigeants, et on commence par les petits et on construit un récit sur ce qui se fait, comment ça se vit par les personnes lambda, on va dire, les personnes simples qui sont dans ce mouvement. Et petit à petit, peut-être on commence à monter un peu dans la hiérarchie jusqu'à la tête. Mais en général, les anthropologues et les ethnologues se méfient de... Si on parle avec, par exemple, un homme politique, on peut parler avec ces gens-là. Mais ce qu'on va entendre, c'est le discours officiel parce qu'ils sont rodés. Et c'est très difficile d'avoir un contact franc avec ces personnes-là. Et donc, souvent, on peut apprendre plus en allant dans les couches des subalternes qui sont prêts à parler, peut-être qui ne se rendent pas compte des enjeux ou voilà, qui parlent d'une manière beaucoup plus ouverte. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je ne me suis pas encore approchée directement d'Ahmed Desai. Mais en même temps, je me dis, je devrais peut-être quand même tenter le coup parce que aussi, je commence à avoir quelques échos comme quoi, à 91 ans, il commence à être un petit peu dans un état d'Alzheimer, de démence. Pendant combien de temps Il faut se dépêcher parce que... parler de son expérience, mais à vrai dire, Desai n'est plus vraiment le centre de mes recherches et je ne sais pas ce que j'aurais vraiment envie de lui poser comme question. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse sérieusement à cela et réfléchir, mais pour l'instant, donc pas de contact direct avec Desai. Ting, tu avais une question? Oui, merci beaucoup, c'était super. Alors, ma question, si on voulait instrumentaliser la tradition yogique pour une fin politique, disons, quel serait l'apport du yoga? Pourquoi est-ce qu'on viserait le yoga et la tradition dont tu parles? Oui, donc je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première, c'est que on peut dire que ça donne une certaine force ou une authenticité quand on peut dire que moi, je suis quelqu'un qui est dans une tradition qui est très ancienne. Et on voit que le contemporain a un problème, enfin une relation problématique avec le passé. D'un côté, on veut plus rien, enfin, on va aller le plus vite vers le futur, vers les nouveautés, vers le prochain nouveau truc, etc. Et le passé, c'est tout ce qui est ringard et tout ce qu'on veut oublier. Mais en même temps, il y a une sorte de fascination avec le passé comme source de pouvoir et d'authenticité. Donc, Modi le dit, enfin tout le monde le dit en Inde, c'est une sorte de banalité, que le yoga, c'est ce que l'Inde a donné au monde. C'est ce que l'Inde peut offrir au monde pour que le monde, dans le sens global, aille mieux. Hein, donc, la solution au problème du monde aujourd'hui, ça serait de revenir à une forme de spiritualité indienne. Donc, c'est attirer l'attention et donc de l'argent, de l'investissement, voilà, en Inde. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on parle du yoga comme faisant partie de ce que dans les milieux diplomatiques et politiques, on appelle le soft power. C'est-à-dire, il y a le hard power, c'est l'armée. C'est je vais venir vous bombarder. Ben voilà, c'est la Russie en ce moment, nous fait démonstration de hard power pour contrôler le monde. Et puis le soft power, c'est utiliser des choses qui en surface n'ont pas l'air d'être un pouvoir comme on a l'habitude de le comprendre et d'avancer sur une manière d'influencer le monde sans utiliser les armes de force qui sont l'argent, voilà, les finances, l'armée, ce sont les pouvoirs plus classiques. Et aussi, en se présentant comme un gentil yogi qui médite, etc., c'est l'image publique qui est face lumière, et puis face ombre, ça fait que peut-être qu'on voit moins tous les accords nucléaires qu'il est en train de signer, tous les armements qu'il est en train de développer. C'est une manière de détourner l'attention, en fait. Donc, le yoga lui sert de voile, en fait, pour voiler, pour masquer un peu
la politique réelle qui se crée. Tous les hommes politiques utilisent différentes manières la culture, de manière générale, de cette manière. Et juste pour préciser, il a quand même créé, il y a quelques années, un ministre du yoga. Oui, Donc oui. ayant vocation, comme tu disais, c'est yoga et Ayurveda. Donc c'est les deux biais ayant vocation à récupérer, à recenser effectivement tout ce que l'Inde a apporté au monde. Donc c'est quand même créer un C'est assez ministre du intéressant parce yoga. que ce ministère, donc ça s'appelle le ministère de Ayush, et il y a différents termes. Donc il y a Ayurveda, Yoga, AY, le U, c'est, je ne sais plus exactement tous les termes, mais il y a 4 composants dans Ayush, Ayurveda, Yoga. Un avec le U, je ne me souviens plus, et le SH, ça fait rapport à Shuddha, qui a aussi une autre tradition médicinale. Et en fait, Ayush, c'était un département qui existait sous le ministère de la Santé. Et Modi a sorti Ayush du tutelle de la ministère de la Santé pour le promouvoir à un ministère indépendant, concurrent, on peut dire. Et donc aujourd'hui en Inde, c'est un peu étrange parce qu'il y a encore un ministère de la Santé et il y a ce ministère Ayush qui a comme vocation pour remettre à l'ordre du jour l'Ayurveda, effectivement, les pratiques traditionnelles, dont le yoga. Et on pourrait parler longtemps de cette chose-là, mais effectivement, ça fait partie de ce. Et donc, en fait, le ministère d'Ayush, moi, je vous ai parlé de la création de ces universités privées dont la Kulish Yoga University fait partie. Mais en fait, il y a un autre versant à cette montagne de yoga que Modi est en train de construire, parce que le ministère d'Ayush a créé une commission qui a vocation pour placer et créer des départements de yoga dans les universités d'État existants anciens, les universités traditionnelles. Et dans cette commission, donc les rapports, c'est assez facile de trouver sur Internet. Toutes les recherches que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, c'est sur Internet. Et tous ces rapports sont publiés sur les sites des ministres. On peut les trouver, les PDF, à droite à gauche. Et on voit qui sont les membres de ces commissions. Et la commission, donc il y a une commission officielle du ministère de l'Ayush en conjonction avec le ministère de l'Éducation pour étudier la question du yoga dans les universités. Il n'y a aucun universitaire qui fait partie du truc. C'est que des personnages qui viennent de ce milieu, on peut dire un peu parallèle, des ashrams, qui ont des liens à éclaircir, des liens de politique, des liens financiers, d'influence. Donc, c'est une manière de faire venir dans le monde, dans la sphère publique, un univers qui était complètement en dehors du sphère public jusqu'à ces commissions a commencé en 2016, donc c'est très, très récent. Et ils sont en train aussi donc, d'étudier, de faire des ponts entre ces institutions, les ashrams, certaines ashrams qui sont dans le cercle du pouvoir, pour les faire pénétrer dans la sphère universitaire. Donc, il y a vraiment un mélange fascinant. Pamela, après, je me dis qu'il y a peut-être un biais aussi pour le coup occidental où nous, on cloisonne le spirituel et le politique, alors qu'en fait, en Inde, ça leur pose aucun problème, quoi. Et ça, c'est sûr que nous, de voir des gens de l'ashram qui sont hors sphère politique, qui viennent se greffer, ça pourrait nous choquer, entre guillemets, en termes de catégorisation, mais finalement, c'est aussi nos façons de voir, qui sont nos façons de division un petit peu du travail politique, ce qui relève du spirituel, etc., qui est à mettre aussi au goût du jour à l'indienne, où ça leur pose aucun souci. Oui, c'est-à-dire qu'on a des catégories, ça ne se mélange pas avec ça. Alors qu'en Inde, ça ne pose pas de... Oui, après, de dire que ça ne pose pas de problème en Inde, c'est peut-être aller un peu trop loin, dans le sens que la vision spirituelle, c'est une vision spécifique de l'hindouisme qui exclut les musulmans, qui exclut les chrétiens. Oui, bien sûr. Oui. Et voilà, donc, il y a un projet d'exclusion qui est derrière, effectivement. Et surtout, c'est ça le projet, en fait, qui est dangereux là-dedans, c'est cette récupération. Parce qu'en fait, ils veulent que le yoga soit hindou, alors qu'il y a un yoga hindou, on ne peut pas nier. Mais il n'y a pas que le yoga hindou, il y a un yoga sikh, il y a un yoga bouddhiste, il y a un yoga musulman. Le manuscrit perse que je vous ai montré en début, on fait partie de la preuve. Un yoga soufi, enfin, des yogas en Inde existaient dans toutes les disciplines, enfin, toutes les croyances, toutes les religions utilisaient le yoga. Le yoga dépasse la frontière
la religion hindoue. Et c'est là où la vision de Modi est historiquement fausse. Hein. On ne peut pas le dire autrement que de dire ça. Pamela, moi j'ai envie d'ajouter que tu es historienne, mais aussi historienne de l'art, et c'était super comment tu nous as fait rentrer dans ton sujet par les images. Et je pense que dans ta recherche, ou dans ce que tu vas finir par écrire, ton mémoire, ou je ne sais pas, enfin, qu'est-ce qui va se concrétiser, tu devrais absolument utiliser des images, des photos et les commenter. Parce que moi aussi, je lis tellement de choses sur d'autres sujets où les images sont des illustrations et il n'y a rien qui m'énerve de plus alors que les images, elles ont leur mot à dire. Les photographies, ce n'est pas anodin. Les poses de Modi, Mouni que tu nous as montrées. Je crois qu'il y a l'influence de Iyengar, effectivement. Est-ce que c'est à la même époque? Enfin, tu vois, il y a la guerre des images peut-être aussi. Donc, je pense que ça, tu devrais l'inclure. Parce que, attention, à l'EHESS, ils sont super, moi j'adore, j'ai aussi travaillé avec eux, mais ce n'est pas forcément des spécialistes de l'image. Donc, je le remarque complètement, oui. Donc, aie confiance en toi là-dessus, vas-y, parce que tu connais les images. Oui, c'est sûr. Merci Pascal. D'autres remarques, d'autres questions? Bon, écoutez, je vais peut-être arrêter l'enregistrement. Juste une petite question. Ton projet va aboutir quand? Enfin, tu as une deadline de restitution? Merci d'avoir posé cette question. C'est bien aussi me poser la même question. Donc, mon projet aujourd'hui, c'est de partir en Inde, comme j'ai dit, pour le mois de novembre l'année prochaine. Et de faire 4 semaines qui pour mon professeur c'est court. Hein. Quand je dis oui je pars un mois, pour eux ils disent ah bon uniquement, enfin pour eux ils aimeraient que je parte 3 mois, 6 mois, le sujet le demanderait. C'est sûr qu'il y aurait du travail à faire, mais voilà, comme je suis chef d'entreprise et que Nata, je ne me sens pas de l'abandonner pendant aussi longtemps. Je partirai un mois, c'est un peu le minimum, je pense, vital pour visiter ces différents villages, ces lieux, essayer de voir de plus près ce que je peux apprendre. Donc ça va se faire en novembre. Et après, pendant l'hiver et le printemps l'année prochaine, donc en 2024, je vais rédiger le mémoire de Masters officiellement et le soumettre, j'espère, d'ici un an, donc en juin. C'est la date des soumissions. Après, il y a un petit jury qui se fait pour le mémoire de Master. Je pense que c'est assez gentil, ce n'est pas comme un jury de thèse. Et après, j'aurai le Masters. Ensuite, je ne sais pas, je laisse ouverte. Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça me donne du grain à moudre pendant un petit moment, en tout cas. Bon. En tout cas, il y aurait peut-être derrière un autre projet, ce serait de changer les statuts de Nata, de passer de SARL à ONG, parce que visiblement, ça a l'air assez lucratif. Voilà. À voir. En tout cas, bon courage et merci pour cette étape. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et puis au plaisir de vous recroiser chez Nata ou à d'autres endroits. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez poursuivre, si vous pensez étudier, je dis ça aussi pour les personnes qui regardent jusqu'au bout cette vidéo sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un email via le site de Nata pour poser vos questions. Je peux essayer de vous orienter un peu, vous donner d'autres conseils du peu que je connais parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se font qui sont passionnantes pour la personne qui a envie de trouver. Il y a beaucoup, tout reste à faire. Hein. C'est vraiment un chemin ouvert pour les études en ce moment. Super. Voilà. Merci beaucoup. Pamela. Merci, bon courage. Bonne soirée. Bye. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir, Célé. Au revoir. Et au revoir, Singh, au revoir tout le monde.